Je dirais simplement que peut-être par rapport au sujet, l'innovation peut-elle répondre à elle seule aux défis de l'aéronautique et du spatial? Ça se formulerait peut-être un petit peu différemment dans le domaine de la défense, c'est-à-dire l'innovation peut-elle répondre à elle seule, peut-elle permettre à elle seule au secteur aéronautique et spatial de répondre aux défis et aux attentes de la situation actuelle et, comme ça a été très très bien dit par Jean-Georges Brévaux, à la situation en matière de défense, de menaces de demain. Alors on a le sentiment d'être dans un moment effectivement historique, exceptionnel, Zeitenwende, mais qui ne vaut pas seulement pour l'Allemagne, mais qui vaut en fait, je pense, pour nous tous Européens et peut-être même bien au-delà des Européens, où il faut faire face à une menace très aiguë, au retour de la guerre, et où on s'aperçoit qu'il faut que notre appareil de défense, de manière très générale, dans tous ces éléments, donc y compris le domaine spatial, puisse répondre aux exigences, donc encore une fois, du moment et surtout de demain. Alors, on peut se dire que c'est très favorable parce que du coup, on a des moyens pour la défense. Je me rappelle M. Breton, quand il a ouvert une conférence récemment, enfin il y a un mois à Bruxelles, il se tournait vers l'industrie en disant « Vous êtes des gens heureux ». Vous êtes des gens heureux parce que certains d'entre vous étaient là, et parce que vous allez avoir des crédits, et puis vous allez avoir des contrats, mais enfin là, prenez le risque parce que c'est quand même à vous, industriels, de le prendre. C'est un marché bien particulier néanmoins. Dans le domaine aéronautique et spatial, donc la question que j'aimerais poser à tous les membres du panel, donc nous sommes 6, ce qui va requérir une grande discipline d'abord de ma part et puis de notre part à tous, c'est de répondre à cette situation générale. Est-ce que la situation stratégique actuelle va permettre de soutenir, de promouvoir l'innovation, et est-ce qu'on va trouver, comme l'a dit Georges Brévaux, le bon équilibre entre la réponse à un besoin considérable, massif, qui tend à privilégier le low cost ou qui tend à privilégier aussi l'achat sur étagère par rapport à la préparation de l'avenir et des techniques de demain. Et alors, effectivement, innovation n'étant pas seulement innovation technologique, mais l'innovation dans tous les sens du terme, ce sur quoi je crois nous allons revenir pendant notre discussion. Donc, dans quelles conditions est-ce que l'effort considérable qui va être consenti aujourd'hui en matière de défense nous permet d'avoir l'innovation ou le progrès, comme a dit Antoine Bouvier, qui nous permet de préparer l'avenir? Quelles sont les conditions? Quel est l'équilibre entre la qualité et la sophistication? Et donc aussi, quel est l'équilibre entre les acquisitions immédiates sur étagère et l'investissement d'avenir? Et comment vous voyez effectivement cette question de low cost, low tech qui a été évoquée tout à l'heure. Donc là, je m'adresserai à tous les panélistes. Alors tous les panélistes, je ne vais pas leur rendre hommage dans la présentation parce qu'ils ont tous des longues carrières, enfin plus ou moins longues, mais des carrières longues ou pas impressionnantes. Alors d'abord, je voudrais me féliciter, et en présentant mes excuses pour le panel suivant, que Walter Pelzer se joignent à nous dès ce panel pour des raisons d'organisation de votre journée, mais très heureuse que le président et directeur du DLR, de l'Agence spatiale allemande, prenne sa pleine place dans la défense au sein de ce panel. Donc je ne présenterai pas votre carrière, hein, ça a été agréé entre nous pour aller vite. De toute façon, elle est connue, donc aujourd'hui à la tête du DLR, et avec une longue carrière dans le domaine de l'automobile et de la chimie. Ensuite, dans un ordre qui va peut-être répondre à l'ordre dans lequel vous vous êtes placé, le général Mercier, qui est là aujourd'hui en tant que directeur général adjoint de FIV, donc le groupe français d'ingénierie industrielle, que beaucoup d'entre vous, moi-même d'ailleurs, est connu comme chef d'état-major de l'armée de l'air et comme Supreme
je ne sais pas le dire en français, enfin SACTI, Supreme Allied Commander Transformation à l'OTAN. Ensuite, l'amiral de Ward, qui est, que j'avais eu la chance de rencontrer lors d'une conférence à Berlin, qui vient juste de quitter ses fonctions au sein de la défense des Pays-Bas, et qui était aussi le président du board des directeurs d'armement à l'Agence européenne de défense et le directeur d'armement des Pays-Bas, après avoir eu une carrière d'officier général dans l'armée, enfin dans la marine et dans les forces armées des Pays-Bas. Alors là, ça n'est plus l'ordre de mon papier. Monsieur Hervé Guilloux, qui a eu une très longue et brillante carrière à la fois au sein de l'État, de la DGA et au sein de l'industrie dans différentes positions, qui lui donnent une très large expérience de ce que l'industrie, quels sont les défis de l'industrie dans le domaine notamment de la défense, et que pour ma part j'ai connu quand il était le président directeur général de Naval Group et qui est maintenant PDG et président d'Excel. Monsieur maintenant Bruno Depardon, qui est membre de l'Académie, d'ailleurs vous êtes d'autres à être membre de l'Académie, pardon de ne pas l'avoir mentionné à chaque fois, et qui est ancien officier général de l'armée de l'air, ancien directeur de la stratégie aéronautique de défense chez Thales, qui a donc travaillé particulièrement sur le SCAF, et aujourd'hui consultant, et qui a mené, et je pense que c'est important d'entendre de nouveau les éléments, les principales conclusions qu'on a pu tirer là-dessus, les travaux sur le combat collaboratif au sein de l'Académie de l'air et de l'espace, dont vient de parler Georges Brévaux. Et M. François Arbeau, qui est directeur pour l'industrie de défense à la Commission, dans la puce nouvelle, qui a 3 ans, je crois, Direction générale DEFI, qui a été créée quand la Commission est montée en puissance de manière significative sur les questions de défense, complétant une action déjà existante depuis longtemps dans le domaine spatial, et qui a pris ses fonctions à la suite d'une carrière variée au sein de la Commission dans différents secteurs, comme il se doit à la Commission, et dans les cabinets de 2 commissaires. Donc, ce que je vous demanderai à tous, et peut-être rapidement, parce qu'après il y aura d'autres questions à poser, et peut-être en sélectionnant celles des interrogations que j'ai mentionnées tout à l'heure, comment est-ce que vous voyez, face à cette situation donc stratégique nouvelle, l'équilibre entre innovation, tout type d'innovation, et sur lequel on reviendra après, c'est tout type d'innovation, et la satisfaction de besoins immédiats qui sont massifs et qui pour être déployés immédiatement sur le théâtre d'opération. Je donnerai d'abord la parole à Walter Pelzer. And of course, I didn't specify. Each of us speak in the language that he likes most, except you. Bitte auf Französisch, oder auf English. Then you will speak English, and thank you again to accept that we do it in English and not in German. Well, first of all, thank you very much, Claude, that you invited me here to this panel with this distinguished guest. So I'm very, very happy to be over here. I was supposed, as you mentioned, to be actually on the space panel and now on the defense panel. It's a little bit like talking about colors from a blind person. Nevertheless, I will try to answer the question as good as I can based on, actually my observation about the German situation. And space, of course, is always something which is very closely linked to defense. I would like to thank also the organizer for inviting me and to this wonderful conference, and I would like to congratulate to this really interesting discussions we actually already had, and I already had with a lot of participants here in this field. You were talking about balance. Balance is, from my point of view, extremely difficult to set up because it's always wrong. Whatever you do, it's always wrong.
And if you look from a German perspective, we tried to really minimize our defense expenses. And since Ukraine war, when we had the so-called Zeitenwende, and the so-called Zeitenwende was a huge investment by the German government into defense after we really, let's say, spared every euro for defense. We invested now 100 billion euro. And now there's also the question about, okay, what are we going in R&D and invention on the one hand side, and what are we going to invest to restore actually the operational capabilities? And if I look at the scheme, what we are going to invest, me as a person is kind of disappointed because space is tiny. And this is a reason very simple, because we have so many issues in our, let's say, operational assets. So that's the first thing they came up with, is of course to restore actually the operational capabilities of our defense forces. And so the balance over there is from an R&D and innovation point of view on a very, very base level. But it's understandable, because balance just to look at from the point of view R&D on the one hand side and operational, let's say, excellence or capability on the one hand side, other hand side, there's another topic, at least I would add. It's importance and time pressuring. Because a lot of time we know what's important, but sometimes we just are not able to do it because there are time-pressing issues. And sometimes the time-pressing issues overrule the actions which are actually important. And this is the reason why, from my point of view, you never ever be satisfied with a decision. So that's at least what we see in Germany. As I said, the Zeitenwende was a big step to restore actually the capabilities of the German forces. But from an R&D, from an innovation point of view, this is, let's say, disappointing. And the question about the circumstances, that's the last sentence I would say, is it's a question of continuity and sustainable. So if the governments in Germany recognize that security is an important topic, and that they will maintain expenses over there, then after restoring the operational capabilities, they will invest more in innovation. If not, we will just fall back into the situation before, that we will have lack of maintenance, and that we will have 10 years down the road the same situation like now. Then we have another Zeitenwende or bazooka, or call it whatever you want, but then we will have another big investment just to restore the operational capabilities. Merci. Je vais continuer en français. En fait, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette question. Juste une petite chose pour commencer, pour avoir discuté il n'y a pas si longtemps avec le vice-ministre pour le développement en Ukraine de la Défense. Grosso modo, il m'expliquait qu'aujourd'hui, n'importe qui, que ce soit un individuel, une start-up, une grande compagnie, peut déposer sur un portail particulier une idée en disant « Moi, je crois que j'ai une innovation qui peut vous aider ». Là, immédiatement, il y a un processus qui se met en place. Tout est scruté, ça prend 15 jours, ce qui est assez rapide. Ils sont en temps de guerre, donc ils ont des raccourcis. Et une fois qu'ils pensent que l'innovation est intéressante, là, ils font venir la personne. Ou l'entité, et là ils commencent à réfléchir, et là le but pour les Ukrainiens c'est de trouver une unité qui a envie de s'emparer de cette innovation, une unité opérationnelle. S'ils ne la trouvent pas, ils arrêtent. S'ils la trouvent, là on va faire un test grandeur nature, et ce test peut prendre 3 semaines, 1 mois, et si c'est le cas, à ce moment-là il y a quand même un petit processus de certification, parce qu'ils ont très très peur de la corruption, et puis c'est mis en œuvre directement sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Le général Brévaux a dit tout à l'heure à juste titre qu'on ne peut pas tout tirer des exemples de l'Ukraine. L'Ukraine est un pays en guerre. Et puis l'innovation dont je viens de parler, c'est l'innovation très court terme. Par contre, il y a un enseignement qui est essentiel et qu'il faut toujours garder en tête, c'est que leur innovation,
elle n'est pas tirée par l'industrie, elle n'est pas tirée par le procurement, elle n'est pas tirée par des questions de souveraineté, elle n'est pas tirée par des questions politiques, elle est tirée par une chose, c'est de quoi a besoin le soldat, l'aviateur, le marin sur le terrain. Et pour moi, la première question sur l'innovation, elle est toujours à se dire quel est le besoin de l'opérationnel, que ce soit demain, c'est plus difficile, ou aujourd'hui. L'opérationnel, il a besoin de connaître l'état de l'art de la technologie, surtout quand on se projette dans l'avenir. Oui, mais cet opérationnel, il est au cœur du sujet. Et le général Brévaux parlait d'innovation opérationnelle. Et si je le dis, parce que moi, j'ai commencé ma carrière de pilote de chasse pendant la guerre froide, et dans les années 80, et jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps, il y avait une chose qui était absolument bien admise, c'était que pour pouvoir avoir la liberté d'action dans tous les domaines sur un théâtre d'opération, il fallait avoir la supériorité aérienne. Supériorité qui soit totale, soit partielle, soit sur un créneau donné, mais il fallait avoir la supériorité aérienne. Je suis aujourd'hui persuadé que la supériorité qu'on doit avoir pour les opérations, ce n'est pas la supériorité aérienne, c'est la supériorité spatiale et cyber. Supériorité, une fois de plus, qui n'est certainement pas totale, etc. Mais ce sont deux champs qui sont essentiels pour obtenir la possibilité d'opérer sur un théâtre. Et déjà, ça doit guider nos innovations, en fait. Et nos principales innovations, en se disant comment je gère ces deux domaines pour être sûr que demain sur les théâtres, eh bien, ces deux domaines, je les couvre correctement, tant en matière de risque que de capacité d'action. Première chose, et donc tiré par, c'est pas l'innovation par l'innovation, c'est tiré vraiment par le besoin opérationnel. Après, derrière, il faut se méfier de l'innovation tirée par la technologie. Et je donne un exemple de ça, c'est que dans les années 70, dans les années 70, et on a vu vraiment en opération dans les années 90, le F-117, les technologies furtives extrêmement efficaces. Les F-117 ont été engagés massivement pendant la guerre du Kosovo, à la fin des années 90. Et finalement, tout le monde s'est dit la furtivité, c'est le nouveau Graal, puisqu'on échappe au radar, on n'est plus vu, etc. Je crois de moins en moins à la pertinence de la furtivité pour la survivabilité, parce qu'on a de plus en plus de systèmes de détection qui s'adaptent. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on parle encore beaucoup de furtivité. C'est pas ça la question. La question, c'est comment je fais survivre, par exemple, mon avion dans un théâtre d'opération avec une forte densité électromagnétique en face de moi. Vous avez aujourd'hui des systèmes de guerre électronique à base d'intelligence artificielle cognitive qui deviennent de plus en plus performants et qui, de mon point de vue, risquent d'assurer une bien meilleure survivabilité quand elles seront embarquées que la seule furtivité. Et ça, c'est parce que la technologie a évolué. Et peut-être dans 15 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, on dira autre chose. C'était la même chose. Moi, jeune pilote de chasse, je me souviens avoir fait des exercices. On faisait des exercices contre les SR-71 américains, c'est-à-dire des trucs qui débarquaient d'Angleterre à Mach 3, 80 000 pieds. On nous faisait décoller à Orange en alerte. Déjà, pour que ça marche, il fallait qu'on ait un préavis de 300 nautiques. Et puis, on nous disait target 80 000 pieds Mach 3. On avait une fenêtre d'interception, si on se débrouillait bien avec un profil supersonique, etc., qui était de 30 secondes. Et puis, donc, il y avait une forte survivabilité avec la vitesse. Et puis ensuite, on a réussi à trouver des parades à ça. Et on a arrêté la survivabilité par la vitesse, parce que Mach 3, ce n'était pas suffisant. Aujourd'hui, avec l'hypersonique, quand on va commencer à arriver à des Mach 5, 6, 7, 8, 9, la survivabilité elle est extrêmement importante, notamment des missiles, si on arrive à les faire manœuvrer, comme disait le général Brévaux. Et là, la vitesse redevient quelque chose de pertinent. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il faut toujours essayer de se projeter dans l'avenir et puis de regarder que le problème n'est pas la technologie comme la furtivité, on met ça au centre du sujet, mais c'est la survivabilité en fonction de l'évolution des technologies. Et il y en a bien d'autres. Et ça, c'est une autre chose qui est, de mon avis, importante. Et puis, pour ne pas être trop long, Général Brévaux parlait de combat collaboratif. Ça, c'est vrai. Mais il parlait d'innovation opérationnelle. Un des grands sujets, c'est que si vous voulez aller vers un système, et on parle beaucoup aujourd'hui d'opérations multidomaines, nos soldats, quelle que soit leur armée, ne sont pas prêts pour ce type de combat. Donc,
Donc la grande diapositive que tout le monde est capable de faire avec des systèmes complètement interconnectés dans un cloud qui interagissent, etc., c'est magnifique. Je suis sûr qu'on est capable de la faire si on veut. Seulement, personne ne sera capable d'opérer là-dedans. Il faut y aller step by step. On ne peut pas y aller d'un seul coup. Ce n'est pas possible. Même si la technologie le permettait. Et donc là, on a besoin de construire ça avec des chaînes fonctionnelles opérationnelles qu'on va tester, sur lesquelles on va faire gagner de l'expérience à nos militaires, de manière à ce que demain, ils aient confiance en ces technologies d'aide par intelligence artificielle notamment, et qu'ils puissent demain utiliser sur le terrain et utiliser efficacement. Donc cet aspect-là, il est absolument essentiel. Et puis, pour terminer, parce que je suis aujourd'hui dans l'industrie, moi, je pense qu'il faut regarder l'innovation vraiment de bout en bout, si on veut qu'elle soit efficace. J'étais au Salon de Dubaï la semaine dernière, j'ai vu des drones partout. On voit qu'aujourd'hui, vous avez des productions de drones dans énormément de pays. On voit l'utilisation très massive de drones dans le conflit ukrainien. Et ce sont des technologies qui arrivent. Et la question qui était, c'était système sophistiqué contre masse. En fait, pour moi, c'est les deux qui vont ensemble. On aura certainement toujours d'avoir besoin de systèmes sophistiqués, mais qui vont embarquer avec eux des systèmes beaucoup moins sophistiqués et qui devront être low cost et qu'on devra pouvoir engager et perdre. Parce que si vous faites un drone qui va coûter le prix d'un avion parce que vous l'avez fait gros, parce que vous l'avez produit cher, parce que vous l'avez produit longtemps, etc., vous allez vouloir le surprotéger et finalement, ce n'est pas ce que vous voulez faire. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, aujourd'hui, dans le groupe dans lequel j'appartiens, un groupe FIF, on fait du manufacturing, on fait des machines-outils qu'on est capable d'automatiser. Aujourd'hui, concevoir des drones qu'on voudrait perdre, c'est-à-dire dans un esprit et on doit pouvoir les engager et éventuellement de les perdre et les refaire facilement, sans avoir pensé dès le départ toute la partie industrielle pour pouvoir les produire plus vite, moins cher de façon fiable, eh bien, il faut le penser dès le départ. Et aujourd'hui, quand je vois les différents fonds d'innovation, que ce soit dans l'OTAN, dans l'Union européenne, en France, cette partie manufacturing, on fait l'innovation comme avant. C'est-à-dire, on a des systèmes innovants, et puis derrière, on regarde, elle est où la machine qui est capable de le produire? Eh bien, non, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on regarde de plus en plus ces systèmes de bout en bout. Et le bout en bout prend en compte aussi la capacité industrielle de produire ces systèmes, notamment quand on veut, dans une économie de guerre ou autre, eh bien, pouvoir les produire rapidement et pouvoir en produire à la demande éventuellement. Voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais c'est ce que je voulais mentionner. Merci beaucoup, Général. Amiral, would you take the floor? Thank you very much. And first of all, I think it's good to mention that I was a National Arms Director. So like the DGA, Thierry Corrier and Gail Diaz from France, from DGA, and in the Netherlands from the Command for Material IT, we buy the stuff the operational commander needs. So that's what was my role. So then your question on sophistication and on mass production, that's what you ask in innovation. And first of all, on the list, and the second thing I want to mention is EDA. Yeah, I was the chair of the EDA Net Steering Board. And that ended on the 1st of October because I retired. So that François Arbon not tomorrow calls Sedavy what a member of EDA says, because I'm not anymore a member of EDA. Then, as a National Arms Director, I think, and providing the operational commands with all the stuff and material they need, first of all, I think it's very important to do a scene setter. And I think we in Europe, we need to be very worried about our safety and security. And we have to cherish what we value most, because it's the fundamental basis for our democracy. In the Netherlands, we had years and years of budget cuts on defense, and the thought was, in the Netherlands, eternal peace and security had come to the world, especially to Europe, and it was very unlikely that there would ever be a conflict on the European soil in the upcoming decades, and what you see now. Ukraine was already mentioned, and you see geopolitically in the world, you see the Middle East, you see the Asian Pacific, and you see also the tension in Europe on the Balkan. So, in 2024, we have elections in the United States of America. And the possible re-election of a president who plays with the idea of leaving NATO,
And making a deal with Putin has consequences for European security. And we must be very aware of that scenario. And if you follow the Trump and his preparation for election, he discussed his intentions openly in recent weeks. And his reasoning is, it's very simple, the majority of the NATO member states do not meet the agreed standard for defense spending. And if this doesn't change immediately, Trump may withdraw the US from NATO or limits its role to standby player who only takes action during exceptional circumstances. So, I think both scenarios are very worrisome. A US departure would make a gap in the NATO budget, as many of 70% of the NATO capabilities come from the United States of America. And NATO is still a cornerstone for European security. So what we have here in Europe, we face a period of great geopolitical uncertainty. And I see positive things happening in Europe and Brussels. In the European Commission, the DEFIS now is there. We have the European Defence Fund. But I also think that we in the European countries are not moving fast enough. We have to speed up. We should really invest in what I would call a European defence technological industrial base. Form coalition of the willings within Europe. Be AAA, be adaptive, agile and affordable. Also be interoperable and where we can even interchangeable. Buy exactly the same equipment. And for the industrial base, I think it's very important to increase production capacity in Europe. See all the discussions, for example, we had in the past years on 155 ammunition. We provided Ukraine with a lot of 155 ammunition, and recently, because there was a promise from the European Commission to provide Ukraine with new rounds of ammunition, the European Union acknowledged that they can't implement the plan of producing 1 million artillery shells by March 2024. So, what we do in Europe, we reduced our stocks, and we see on the industrial capacity side that we can't produce enough shells to replenish our stocks, but also provide Ukraine with 155 ammunition. Then we come to security of supplies, and that's very important. Talk, for example, to the Finnish. Finnish is now a member of NATO. They understand very well the threat from Russia. They didn't neglect their armed forces, and they have focus on security of supplies. How do you get your equipment and your spare parts there where you need it? And supplies, security of supplies and logistics is the backbone of every military operation. I think you will acknowledge this, operational commander. So, and then last but not least, innovation. And that's what I would say conditio sine qua non. It's a necessary condition to foster innovation within the armed forces. And also here a comparison, and I don't have, when I look at EDA, the last figures from EDA, it's from 2021. We spent 1.2 billion euros from the European Defence Fund on innovation, and we spent 9 billion euros on research and development from the European countries from the defence budget on innovation. The aim from the US for the fiscal year 2024 is $145 billion they invest in research and development. See the difference. So, I think, coming back to your questions, innovation is a starting point for European armed forces. But also we urgently need spare parts and increase the quantity of our systems. And this is not a contrast, mass versus sophistication, it's a paradox. So how do we do this? And I think it was already mentioned, we need both, also within the introductory remarks. I would say use the CART process, the coordinated annual review of the shortfalls within European armed forces. And not put it in a drawer after the process is done, because that's what we most of the time do. We go through the entire process, see shortfalls, and go back to business as usual. No, use the CART process, do it together with NATO, and do not exclude NATO and the United States of America. Operate on the principle that European security and defense policy and NATO are complementary, rather than competitors. And I find that a strong European and technological base, and I intentionally don't say European strategic autonomy, because I don't really know what that is. We really need the US. So do this together and further strengthen this European-NATO relationship. Thank you.
Oui, merci. Je vais d'abord raconter une histoire pour montrer que finalement, si on oppose l'innovation au volume, on prend des très gros risques. Il se trouve que j'étais à l'hôtel de Brienne en 1991, beaucoup dans la salle y étaient. L'Europe était probablement le premier développeur de drones aériens. Nous avions au moins en France 4 programmes en cours, dont 2, j'ai mémoire de leur nom, le Brevel et le Cresserelle, qui étaient des programmes franco-allemands. Et le président de la République, quand il y a eu les dividendes de la paix, a choisi le format des forces et on a tout arrêté. 1991. Et on était en qualification déjà opérationnelle. En 2004 ou 2005, on s'est réveillé avec des conflits en Afghanistan pour découvrir que finalement seuls les Américains et les Israéliens avaient des drones aériens opérationnels et que le front finalement de développement pour récupérer le niveau, et l'amiral Mercier s'en souviendra bien, c'était déjà 500 millions d'euros. Évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? Urgence opérationnelle, on a loué puis acheté des drones israéliens, on a loué puis acheté des drones américains. Nous aurons probablement notre premier drone souverain européen, MAL, en 2035, c'est-à-dire 44 ans après. Donc nous nous sommes finalement mis dans une situation de trou capacitaire de plus de 40 ans pour avoir finalement considéré qu'on pouvait sacrifier la R&D pour privilégier le format des forces. Donc personnellement, ma première conclusion, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Voilà, c'est donc fromage et dessert. Et il faut arriver à la fois à privilégier le format des forces et à préserver de la R&D, puisqu'on a à la fois, et l'introduction l'a bien souligné tout à l'heure, à la fois besoin pour la survie de nos armées de l'ascendant technologique, mais aussi parfois on a besoin de l'ascendant par le nombre et par le nombre des objets. Et donc la conclusion, c'est que il faut, pour l'ascendant technologique, être capable d'innover en innovant peut-être autrement. Moi, j'ai vécu dans un domaine où on lançait un programme tous les 20 ans. Donc, évidemment, à chaque fois qu'on faisait ça, tout le monde voulait sa boule de Noël sur le dernier programme. Alors que, finalement, si on veut rester au rythme avec des accélérations technologiques très fortes, il faut complètement revoir nos procédures de management de programme pour être capable de faire beaucoup plus d'incrémental, intégrer beaucoup plus vite nos innovations dans les systèmes. Et en cela, on ne parle jamais de MCO. Tout à l'heure, on a parlé d'innovation, on a parlé de programme, on a parlé de techno, on a parlé d'industrie. Je n'ai jamais entendu parler de MCO. Or, une des façons quand même d'accélérer l'innovation, c'est de remettre des systèmes beaucoup plus fluides entre le développement et le MCO pour être capable finalement de garder cette supériorité technologique sans avoir la nécessité de relancer systématiquement des programmes à plusieurs milliards. Le deuxième sujet, pour l'innovation pour l'ascendant par le nombre, c'est quand même le low cost. Faut pas le négliger, ça existe. C'est vrai que ce n'est pas très répandu, hein, contrairement à l'image qu'on en a. Dans le retail, le low cost, c'est quand même que 11% du marché. Dans l'automobile, c'est 6 à 7% du marché. Ce n'est pas considérable. Mais ça fait les volumes. Voilà. On fait des volumes de Logan, de voitures indiennes et ainsi de suite. Alors, elles ne sont pas toutes aussi sophistiquées que les Tesla ou les Mercedes. Mais en fait, c'est la combinaison des deux qui va permettre probablement de trouver cet équilibre difficile entre la supériorité technologique et la capacité quand même à disposer, quand il y en a besoin, d'un ascendant par le nombre. L'autre façon de mieux innover, la guerre en Ukraine est quand même un exemple formidable, c'est ce qu'on appelle l'innovation d'usage. L'innovation d'usage, ça s'est quand même énormément développé dans l'industrie en général, dans le marketing. L'innovation d'usage, c'est vraiment d'aller travailler. Il y a plein de méthodes maintenant qui ont été développées, qualifiées par les
les plus grands think tanks du monde et qui marchent, notamment dans les pays anglo-saxons, consiste à aller au plus près du terrain avec des équipes pluridisciplinaires. Quand je dis le terrain, c'est-à-dire c'est pas les grands chefs étoilés, c'est les opérateurs directement sur le terrain, ceux qui conduisent ou qui exécutent les opérations, et d'arriver à comprendre effectivement leurs besoins pour ensuite détourner un tas d'objets usuels de leurs usages initiaux pour en faire des objets militaires. Bon, ça marche très bien. On l'a très bien vu dans les télécoms. On a vu les Ukrainiens se servir de leur smartphone. Une grosse partie des drones qu'on voit aujourd'hui dans les opérations n'a jamais été développée avec le grand processus de l'instruction 1514 ou 1516 des programmes d'armement. Une grosse partie de ces drones, ils ont été développés pour faire de l'épandage d'engrais dans l'agriculture ou pour aller mesurer la maturité des vignes ou pour aller faire de la surveillance incendie, pas forcément pour aller faire la guerre. Et pourtant, ils sont utiles. Voilà, donc dans l'innovation d'usage, je pense qu'on a aussi un réservoir absolument considérable de ressources. Donc voilà, ma première conclusion, c'est que, il n'y a pas le choix, il faut faire les deux, mais on peut faire les deux beaucoup mieux. On peut mieux innover dans les programmes traditionnels, dans l'incrémental et notamment avec le MCO, mais aussi on peut beaucoup mieux innover dans vraiment les nouvelles technologies, à la fois par l'innovation d'usage, par le low cost et puis par l'introduction d'innovations de rupture, ce qui nécessite d'accepter un certain risque. Merci beaucoup. Je crois que ça ne pas marché, c'est moi. Ça marche ? Bon, je passe la parole à Bruno de Pardo. Merci. Pour reprendre le sujet du combat collaboratif. D'accord, très bien. Bah, écoutez, déjà, avant d'aller vers ce qui sera la conclusion naturelle et qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises, pour être un provocateur dans le monde de la défense, le problème, c'est l'innovation des gens en face. Pourquoi ? Parce qu'elle est un facteur de supériorité et que pour nous, démocratie occidentale, pour faire répondre largement dans le cadre de ce panel, il va falloir être capable de réagir à ce qui est l'essence même de l'affrontement, c'est-à-dire des choses qu'on n'avait pas prévues, ce que d'aucuns appelaient le brouillard de la guerre, avec l'Auschwitz, et ce, grâce à tous les apports qu'on va pouvoir très rapidement mettre en œuvre pour contrer l'innovation des autres. Et là, on retrouve les problématiques qui ont déjà été évoquées. La première, qui est, quand on regarde l'ensemble des conflits qui nous entourent, un point commun, ça a été l'effet de surprise. On a été surpris par l'invasion des Russes. Au Karabakh, ils ont été surpris par le déferlement dans l'enclave. Israël a été surprise par l'attaque du Hamas, par le fait que ça arrive et par les moyens employés, qui ne sont pas forcément technologiques. Ce qui a surpris, c'est la position dans le conflit Russie-Ukraine de la Russie. Donc, comme ça a été signalé, personne ne s'attendait à ce que Poutine ose viser directement le centre de pouvoir, c'est-à-dire Kiev en Ukraine. Et il a failli y arriver. Et ce qui a permis de contrer cet aspect-là, ça a été ce qui a été également évoqué, la capacité à résister suffisamment de temps pour permettre aux innovations ou la contre-innovation de prendre son efficacité et ensuite au système régalien, que j'ai tendance à dire conventionnel de défense, d'arriver à prendre le relais pour rentrer dans une guerre plus habituelle qui, elle, s'est bâtie sur le temps long. Et donc, il me semble que la vision de l'innovation, c'est d'avoir cette dualité qu'on observe en fait entre un système qui a vocation à s'établir dans la durée, résilient, solide, régalien, et qui lui justifie les 15-20 ans de temps de prise pour s'assurer qu'on est robuste, qu'on n'est pas justement
vulnérable à la moindre innovation, mais l'accompagner d'une capacité à générer de la nouveauté. Une innovation, c'est, comme on disait dans l'industrie, c'est une invention qui a trouvé son marché. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir très rapidement soit un détournement d'usage, soit des technos qui sont déjà utilisés par ailleurs pour permettre de contrer l'innovation d'en face. Et là, très concrètement, la transformation numérique a été déterminante parce qu'elle a donné accès à des pays qui n'avaient pas besoin, ni la capacité de former des personnels. Former un pilote, ça prend très longtemps, hein. On partage ça avec plusieurs dans cette salle. Maintenant, n'importe quel opérateur qui est capable de jouer à un jeu vidéo est capable de larguer une bombe par la tourelle d'un char qui coûte des dizaines de millions d'euros. Et ça a été expérimenté en Ukraine, et ce n'est pas le temps qu'il a fallu pour apprendre au Hamas, pour aller casser les tours de surveillance hyper sophistiquées et les chars qui étaient le long de la barrière de sécurité. Et donc, il me semble que c'est cette double perspective qu'il va falloir et qu'on devrait pouvoir essayer de gérer entre ne pas négliger le cœur du régalien qui, lui, doit résister à toutes les crises, maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, et l'agilité que va apporter cette capacité à intégrer l'innovation qui, aujourd'hui, est beaucoup plus issue du monde civil, parce que dans le monde du privé, la concurrence est là. Ce ne sont pas les adversaires, mais c'est la concurrence. Et juste pour terminer, effectivement, un des aspects clés est le collaboratif. Pourquoi ? Parce que du fait du numérique, on est capable d'aller chercher la valeur là où elle se trouve, parce que le numérique a aboli le temps et la distance. On peut instantanément aller chercher une compétence qui est loin et l'avoir à disposition dès lors que techniquement c'est possible. Alors, je ne sais pas si on a la slide qui permet d'afficher l'avis qu'on vient de sortir, si la régie m'entend. Voilà, vous l'avez ici. Vous l'avez normalement reçu dans vos boîtes mail. Tout le monde n'a pas forcément eu le temps de regarder sa boîte mail. Mais sans rentrer dans le détail, on a essayé de regarder ce qu'étaient des opérations collaboratives dans le domaine du combat aérien et spatial. Parce que être collaboratif, comme l'a décrit Jean-Georges Brévaux, ça ne se décrète pas le jour J. Ça se prépare dès la première idée, tout le processus de développement, de conception, de production, d'emploi. Et donc, ce papier-là, destiné à tous les gens qui auront l'occasion de le lire, a vocation à identifier tout ce qu'il faudrait être capable de faire, sans préjuger que ça soit effectivement fait, mais qui aura au moins le mérite d'avoir été posé sur le papier. Voilà, merci Clémence. Peut-être là, oui, il continue de marcher. Non, et merci beaucoup pour avoir piloté ce groupe de travail qui a donné ce rapport et qui a été fait aussi en collaboration avec le DGLR, enfin la DGLR. Et donc, c'est vraiment un travail en coopération qui est maintenant à la disposition des décideurs. Ça me fait une liaison pour passer la parole à François Arvaux, et notamment du côté de l'Union européenne. Merci beaucoup, Claude France. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites et ouvrent des perspectives qui pourraient mériter à chaque fois des heures de discussion passionnantes. Je serai très bref et en essayant d'apporter une perspective spécifiquement européenne et notamment sur cette notion d'innovation. Je dirais évidemment qu'il faut l'innovation et il faut de la recherche et du développement et de l'innovation qui va plus loin que la recherche et le développement. C'est aussi innover en faisant d'ailleurs aussi de la R&D. Je crois que la réponse, elle est claire. Il faut donc innover sur le plan technologique, mais il faut innover de manière beaucoup plus large. Et je dirais de manière un peu provocatrice que la première façon d'innover dans le domaine de la défense, même s'il y a un long historique de coopération en la matière, c'est innover en coopérant au niveau européen sur la défense. Ça, c'est en soi déjà une innovation majeure et on voit bien qu'au regard des objectifs qu'on s'est tous donnés ensemble, on est très très loin derrière en termes d'efforts coopératifs. Donc je dirais, si on arrivait déjà à coopérer au niveau européen, on serait déjà beaucoup mieux positionné. En termes de mutualisation des moyens, et encore une fois, je ne veux pas enfoncer toutes les portes qui sont déjà ouvertes, on sait très bien qu'il est de plus en plus coûteux de faire de la recherche et développement et surtout de l'acquisition.
Donc il faut absolument mutualiser les moyens. Aucun État membre de l'Union aujourd'hui ne peut prétendre avoir les moyens de ses ambitions quand elles sont élevées. Il faut confronter aussi les cultures de recherche, développement, les cultures militaires, etc. Donc ça, c'est de la coopération. Il faut absolument, en étant davantage coopératif, retrouver les moyens de notre ambition. Il faut aussi innover en allant chercher justement l'innovation là où on n'a pas été forcément habitué à la chercher. Et ça, c'est un objectif clé que poursuit notamment l'Union européenne avec le Fonds européen de défense, de permettre à des acteurs non traditionnels de défense de jouer davantage le rôle de contributeur de l'innovation. On sait aujourd'hui que l'innovation civile est de plus en plus pertinente et ça vaut pour quasiment tous les domaines. Le cyber est un exemple parlant, mais tout ce qui est cloud, IA, enfin, j'en passe, et des meilleurs. Donc ça, c'est un point absolument important. Il faut aussi innover en promouvant la recherche-développement. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec le Forum européen de défense. Au-delà des appels à propositions, je dirais, relativement classiques, où on met un sujet, on invite évidemment l'industrie à créer des partenariats et à nous faire des propositions qu'on finance ensuite. On essaie de trouver des façons plus innovantes, justement, de financer, par exemple, avec les Technological Challenges, avec ce qu'on appelle maintenant, on est en train de tester ce qu'on appelle les spin-in calls, c'est-à-dire qu'on va regarder qui a réussi à produire des résultats de recherche dans le domaine civil et on va les préqualifier pour concourir sur des sujets militaires. Donc l'idée, c'est d'attirer des innovateurs dans le domaine civil et de leur demander de se pencher sur ce qui pourrait contribuer en matière de défense. Donc tout ça, c'est une façon de voir l'innovation. Une autre innovation que je soulignerai aussi, qui est propre à mon avis au Fonds européen de défense par rapport à tous les efforts qui ont été poursuivis dans le domaine de la défense au niveau européen depuis déjà quand même un certain temps, c'est celui de ticking clock. Jusqu'à présent, on n'avait pas de mécanisme qui disait « Ok, vous pouvez discuter aussi longtemps que vous voulez sur les requirements, les besoins de chaque État membre, etc. » Mais si on en est là, on peut parler 10 ans ou 20 ans même. Et avec le Fonds européen de défense, ce qui est assez magique, c'est que les États membres ont 6 mois pour se mettre d'accord sur les priorités de l'année. Et c'est très très court, et ça crée une discussion extrêmement intense entre l'ensemble des parties prenantes au niveau européen. Et puis ensuite, l'industrie elle-même, elle a en grosso modo 6 mois pour présenter les propositions. Et donc, quand il faut se mettre d'accord, eh bien, il faut se mettre d'accord et on y arrive. Par contre, si on n'a pas cette date guillotine, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on en parle, mais on ne le fait jamais. Donc ça, c'est aussi une façon d'innover. Donc, tout ce que je viens de dire, en fait, ça se retrouve dans l'ambition qu'on poursuit avec le Fonds européen de défense, qui lui-même était une innovation majeure. Parce qu'en moins, il y a encore 15 ans, on était simplement nulle part. Les premières ambitions qui ont été véritablement déployées en termes d'ambition industrielle au soutien de la défense, en mobilisant le budget européen, et ça c'est la grande nouveauté, encore une innovation, c'est 2015-2016. D'ailleurs, on remarquera que c'est après l'expérience de la Crimée. Et puis aussi, évidemment, les perspectives à Washington. Donc ça, c'était une innovation majeure. 8 milliards qui sont soumises à la conditionnalité de la coopération au niveau des États membres et de l'industrie. Et enfin, j'en finis là, dernière innovation, encore toute récente, sur la base des enseignements, évidemment, de l'agression russe en Ukraine, c'est qu'il faut innover au stade de l'acquisition. Il faut non seulement fournir un effort de recherche-développement en commun, mais un effort d'acquisition en commun de ce qu'on s'est donné le souci de développer ensemble. Et puis, il faut aussi innover en permettant à l'industrie, à la base industrielle européenne de défense, de faire excusez-moi ce mauvais français, mais le ramp-up qui est absolument nécessaire, et ça a été la leçon de l'ambition, à la fois l'ambition et les lessons learned de l'initiative sur le 155, donc les obus 155. Il faut casser ce tabou d'une possibilité, en cas de crise aiguë, de créer les conditions de l'agilité de la base industrielle pour qu'elle puisse augmenter très très rapidement et fortement ses cadences et ses capacités de production. Donc on voit qu'il y a un très très large champ qui est ouvert pour innover, mais le dénominateur commun à tout ça, c'est l'approche coopérative sans laquelle
individuellement, aucun État membre ne peut être à la hauteur de ses ambitions, même un pays comme la France, où on se trouve actuellement. Et donc, il n'y a pas d'alternative à la coopération. Maintenant, il faut trouver les moyens d'une coopération efficace, et c'est là probablement qu'il faut encore innover. Merci beaucoup et merci à tous. Alors, je vais redonner la parole à sa demande à l'amiral de Ward. Et puis après, on reprendra certaines des questions. Amiral? I would have a question for François, if it is you allow it. Yeah? For him. Yeah. Okay. I recognize very positive steps, what I said, but the sense of urgency is there. And I also see a very national approach. You mentioned even France. I see Germany. What I saw as National Arms Director, what worries me a lot is the cooperation between France and Germany, which is going not very well. And I think you are two leading countries in Europe. UK is still in Europe, it's not in the European Union. What did they do to themselves? So it's not ropes away in a flight across the Atlantic Ocean. So I spoke to the UK National Arms Director just before I left the active service, and he said sometimes the UK leads, sometimes they follow. I didn't hear that very often from somebody from the UK. So there's something happening over there. So do you see, that's my question, that we still have too much a national approach and the collaborative approach, which you mentioned, are we making enough speed to achieve results in Europe? And then what should we do to achieve? Maybe I will answer in English out of courtesy. I think, no, we don't do enough, that's absolutely clear. And I think we need to fasten the pace. And that's exactly what we're doing these days, because as you know, the Commission has launched a major consultation of all stakeholders, so member states and industry alike, to actually take stock of where we are and to see to the next steps for the next political cycle that is upcoming. But clearly, we're not up to the challenge. And indeed, I mean, we've circulated a number of issue papers that will feed into that consultation. And the first thing that we say in the first paper is that indeed, the paradox here is that no member states can alone have the means of, let's say, a robust European ambition, and we need that more than ever. We have to be able to stand for ourselves because we don't know what the future holds. But some member states on a standalone basis cannot do it. But defense is still very much fought along national paradigms and lines. So, and to add insult to injury, we see that when it comes to sovereignty and technological sovereignty, that we are still very much thinking in terms of national lines and investment plans and our priorities and all that. I mean, notwithstanding that there are many exercises where we collectively, in the EDL that try to think the future. The supply chains, they didn't ask permission to integrate across Europe. So basically, we still pretend to be thinking nationally in terms of, security of supply, but the single market invited himself without asking permission in the European defense sector. So what do? We see that, we've seen that with the ammo crisis. When it became an urgency to actually ramp up, then we realized that, well, but the powder is sourced there and the explosives are there. And actually, they told me that they can't really supply me anymore because their government said, no, for me first. So again, we see that we need to be more coordinated. So there is no other way, but now we need to take stock to collectively and member states in priority. They need to decide in full awareness what to do next. But we have a problem here, that's clear. I think we will come back to the question of what are the proper incentives for cooperation and the question of funding and the balance between multilateral funds and national budgets. But I see that Walter would like to speak, and I had a question for you, in any case, linked to what General Mercier said about what we need is a superiority in space, and Europe needs to have superiority in space. Do you think, and of course the next panel will develop the point, but I ask you now, do you think that we will have superiority in space, and what would be the role of Germany in that regard? Yes, thank you very much. And I would like to answer this question combined with the question of cooperation, actually.
Because first of all, I'm absolutely agree, and let's see, as kind of an observer, I'm sometimes kind of surprised that when I learn that ammunition of member state A does not fit with ammunition and the weapons of member state B and these things, and then I think sometimes knowing that ESA is maybe not the fastest and quickest organization on earth, I think we really managed with an ESA to put something into practice which no member state would be able to do alone. And now coming to the question, we know that we look to US, we look to China when it comes to space capabilities. Nevertheless, we start, and this is something which goes in the direction of superiority in space, that I don't think that Europe is set up to do everything in space alone. I know that it's something a lot of people want to say, okay, we need to be able to do everything alone. That would be nice, but we do not have the capabilities and we do not have the budget. So let's face it. So if we start to do that, we would end up being mediocre. And this is actually the worst of we can do. The German point of view when it comes to cooperation, independence, I use usually the word independence, means that we do not have less, we have to have more partners. Because then we are free in choosing partners. And what we have to do is that whatever we do, whatever we come up as Europeans to be strategic important, we have to be excellent. So that we get something to the table. Partnering is always give and take. So we have to really select what is important for Europe and be excellent. I don't think that we will, not within 1 or 2 decades, that we are capable of doing everything. And we managed to do so. Everybody looks at Artemis. This is a program to get human back to the moon, where yes, we follow US, but for the first time, Europe is indispensable. So the European Service Module, which is part of the Orion capsule, is indispensable for an Artemis mission. And we went actually one step ahead. There's a famous mission, JUICE, very, very interesting, great mission, wonderful science mission, just launched not long ago. And here we have a European mission, and US, NASA follows, and JAXA follows. So Europe is in the lead. And I think this is actually, at least my personal picture from Europe in space. Sometimes we lead, sometimes we follow, but we join forces. And this is, from my point of view, the way ahead. And taking into account budgets, taking into account our capabilities, this is what we should do. And actually, and this is not only a science mission. We do it also and now I make a link to defense. Look at Galileo, for example. It's a wonderful and excellent constellation, and it's a very innovative one. From a technology point of view, it's very precise, and from an operational point of view, with Space Opal, I see over there some people who know much better than I do, and they will be on stage later on. From an operational point of view, it's not only an innovation based on technology, it's also an innovation on operational excellence, because this is also sometimes, when we talk about innovation, it's very often only focused on technology, but if you look at the biggest hotel on Earth, if you look at the biggest taxi company on Earth, it's actually not technology driven, it's actually driven by something, a technology which is on Earth for 30, 40 years, it's the internet. The innovation was a business model. And here with Space Opal, for example, we have an innovation based on the process excellence. But coming back here to the first question, sorry, I got a little bit into different topics, is I think ESA, even if we have some headaches with ESA, is a role model to come up with solutions to put missions into practice
nobody in Europe would be able to actually put into practice. Thank you very much. I think there will be so many questions, and even if we have still about half an hour, I think it will be difficult to address all the questions. Nevertheless, this question of sovereignty or autonomy strategic autonomy, or you said that you prefer non-dependence. And there is a word I like very much in German, Selbsthandlungsfähigkeit. When I was in European Defence Agency, the British delegation, just before the meetings of the ministers themselves, wanted some changes in the text. And we could not write strategic autonomy or autonomy. They wanted freedom of action. Well, in a way, it's fine. But whatever the quarrel on the words, what is the common ground between Europeans on the level of non-dependence that we must obtain, and the cost of that, and the path to that? Do you think we will find a common ground? Speak who wants to speak. Général Mercier. I can start. I will continue in French, but I can do that in In English NATO, if you prefer. Your NATO experience. Yeah. Okay, let's continue in English. What you said about non-dependence and autonomous use and all these kind of things are very important. When I hear sovereignty, I have difficulties understanding what we mean, because is it a sovereignty for one nation? Is it for Europe? In Europe, does it integrate UK? And it is for all the systems. It is, and so on. And do we integrate the production? Do we integrate the materials? And even when you want to use a software with an open source, sometimes this open source comes from America, and it has been used by the defense in America, and then it's not really open to everybody, and so on. So it's very difficult to talk about sovereignty. But yes, the first thing we could say is at least I think what we should try to have is for key capacities have the autonomy to use these capacities and the freedom of action with these capacities. And an example of that, and I assume it because when I was Chief of the Air Force, I really pushed very strong to have Reapers male UAVs, because we had nothing and we needed them in Africa for our operations. But the Reapers we have, we are really free to use the pictures and everything. We are very autonomous, but if we want to move them from one place to another, we need to have the permission of the American. We have accepted that, but we should try at least for some of the key capabilities we have to have the capacity to use them without asking anybody, and that's not easy, but we need to do that. The dependency can come as well when you produce something and you do not have access to the raw materials yourself, so you are dependent if you want to produce it from others. We see that in the automotive industry with the batteries, and we are very dependent to China for the basic raw materials for that, and we do not have a full autonomy if we want to produce them. So I don't know what that means, and for me, I am not shocked to see that we have in Europe, because I've heard many times that we had many tanks, we have many aircraft, we have many equipments, and we should have one or two. I'm not sure, because I'm not sure we will be able to do that, because in Europe we have countries who have the will to develop their own industries. But what is key and what we should develop is interoperability, and the interoperability is developed in NATO today, but we could have more. I think thinking in
regarding interoperability in Europe, because this is the key issue. Interoperability, this is the equipment, and this is, for instance, why today a fighter, whether it comes from France, Germany, UK, and so on, he can refuel on a tanker that comes from another country, because we have worked on interoperability. We mentioned the armament, and we should try to see how whether we have different carriers, we have armaments that can go from one carrier to another, and that would be very helpful, whether there are bombs, missiles, and everything. And that, for me, this is the key. There is the interoperability of the people, but there is something new today, which is the more and more we talk about the collaborative combat, and is more dependent on digital capacities. These digital capacities, when I think that there is a huge opportunity for Europeans to work together on that, on the interoperability of the digital capacities, and even on the way to cooperate differently with these digital technologies than before. I'm a member of the board of a company whose name is Helsing that developed artificial intelligence for defense capacities. And the model we try to buy, Helsing as originally it's a German company, but there is one subsidiary in Germany, one in UK, and one in France. And we try to build a model where we have the technological bricks up to a technical readiness level to 4 to 5, where your artificial intelligence can still be trained with generic data that are available to all the countries without asking. And then based on that, you take one of the subsidiaries that make developments for its own country, and then it's not available to the others. It becomes sovereign for the country that has developed it. And I think this is a kind of model that we could. And I think on digital, because we have sometimes, I've worked in NATO in US, very different approach regarding digital issues with the Americans, and this is really an issue where we could work between Europeans in order to have a common vision of what kind of data we can share, what kind of digital interoperability we have, and come even in NATO with a strong European approach for that. That will go with an ethical approach as well, which can be different from the other continent. This digital issue is at the heart of the future combat, as we mentioned. So this is very important that we take it seriously, and we have the possibility to do that in Europe with our countries. Am I allowed to add something? Short. I agree very much what you said about European Space Agency. So sometimes lead and sometimes we follow. But it's very important that we get our act together in Europe. I think that's also what you're mentioning. So strong European contact within NATO and from the European countries. We talked this morning about Jaap de Hoop Scheffer. You mentioned something, the former Dutch Secretary General from NATO. He said recently on Dutch television, and I quote him, "Europe is financial, economically a giant, politically a toddler, and military a gnome." So that's where our issue is. So if we don't invest in working together and do what you say, sometimes lead, sometimes we follow, have a level playing field with the US, invest on our own R&D capability, have our own systems, have our digital domain, that's the only way to do it. And if we are stuck in national sovereignty discussions within Europe, then we'll never, what François said, make enough speed in Brussels to get our act together. So I think that's very important. Je voudrais revenir sur les deux mots, c'est-à-dire invest and together. Donc ça m'amènerait à deux questions. Première question, le financement. Hervé Guillou a dit il faut fromage et dessert, donc ça coûte cher. Et des initiatives comme le Fonds de défense, c'est important, c'est très petit comparé aux budgets nationaux. Ce n'est pas du tout une critique, hein, mais c'est très petit comparé aux budgets nationaux, surtout quand on pense que l'Allemagne a comme objectif, et il n'y a pas de raison d'en douter, quand on n'est pas allemand. On peut douter si on est allemand, mais pas quand on n'est pas allemand. L'Allemagne qui passe à 2% de son produit brut, produit intérieur brut, ça fait un changement considérable. Donc,
Mais pour autant, ça n'assure pas nécessairement, et l'amiral de Ward a donné les chiffres du déclin de la part des budgets qui vont à l'innovation. Comment s'assurer qu'on a les budgets? Il y aura une contrainte très forte sur les budgets publics, que ce soit les budgets publics nationaux ou les budgets publics multilatéraux, européens, ESA. Comment fait-on pour, préserver la part de l'innovation et deux, attirer les crédits privés, ce qui est effectivement notre faiblesse en Europe par rapport aux États-Unis, par exemple. Donc ça, c'est ma première question. Après, j'aurai la deuxième question, c'est quelles incitations pour faire ça ensemble et pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on dit que c'est nouveau de coopérer, ça serait une innovation, mais je sais qu'il y a dans la salle des gens qui ont mené des programmes en coopération, des programmes d'armement les plus sensibles, et qui ont marché. Et maintenant, 20 ans après, ou 30 ans après, ou 40 ans après, on n'y arrive pas. Alors qu'on a l'Agence européenne de défense, alors qu'on a l'OCAR, qu'on a les instruments que développe la Commission. Donc il y a certainement des raisons de ne pas faire. Donc pour équilibrer les raisons de ne pas faire, il faut trouver les raisons de faire. Et ça, enfin, moi, on y a travaillé les uns et les autres, c'est très difficile. Donc premièrement, désolé, hein, c'est une double question, c'est une manière de tricher avec le temps. C'est comment vous voyez le financement et notamment comment on peut attirer le financement privé en plus des financements publics. Et deuxièmement, quelles incitations fonctionnent pour coopérer dans un cadre européen, et sachant qu'il y a plusieurs cadres qui ont tous, à mon avis, leur complémentarité, que ce soit celui de la communautaire, le budget européen, le mode intergouvernemental, et on a parlé aussi tout à l'heure de l'ESA. Je serai bref, mais sur cette question de l'accès au financement, en effet, c'est une question clé. Alors, par exemple, le Fonds européen de défense, un game changer, mais en effet 8 milliards d'euros à peu près, c'est plutôt 7,5 milliards d'euros parce qu'on en a pris une partie pour faire la constellation de basse orbite. Mais c'est trop peu et c'est moins de la moitié de ce que la Commission avait initialement proposé. Elle proposait 13 milliards d'euros. Néanmoins, on investit à peu près 1,2 milliard d'euros par an, ce qui est loin d'être négligeable. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est sur celui du cofinancement. Il ne faut surtout pas que le financement européen, et en fait la nouveauté par rapport à ce que vous disiez, le Fonds européen défense, la coopération internationale a toujours existé, mais là ici c'est qu'on mobilise, et ça c'est une vraie grande nouveauté, le budget de l'Union européenne au soutien d'un effort industriel de recherche et développement. Donc ce qui est très important, c'est d'arriver à éviter qu'il y ait un effet de substitution. Financement, on va prendre l'argent au Fonds européen de défense, donc on peut réduire de même montant l'effort consenti au niveau national. Au contraire, on doit arriver à créer un effet d'entraînement. Et c'est bien la logique d'un programme européen, comme tous les programmes européens. On met un ticket proprement européen, budget de l'Union, et ensuite les États membres viennent abonder avec un cofinancement. Et ça, c'est un des vrais défis qu'on doit arriver à surmonter dans les prochaines années. C'est qu'on voit bien que quand on parle de recherche, souvent on peut être à des 100% de financement des coûts éligibles. Quand on rentre dans le co-développement, qu'on se rapproche du prototype, etc., du marché, là, il doit y avoir un cofinancement national. Et on a beaucoup de mal à véritablement attirer ce cofinancement national à la hauteur qu'on peut espérer, et surtout à synchroniser les budgets nationaux. Et ça, c'est un point clé, à mon avis, qui est une des clés de l'avenir. C'est qu'il faut qu'on arrive extrêmement en amont, non seulement à définir les besoins qui sont des besoins communs, mais à synchroniser, grâce à des discussions précises, le moment où le ticket qui sera mis par l'Europe pourra agréger des cofinancements immédiatement disponibles au niveau national. Ça, c'est un point clé. Et alors, sur l'accès au financement privé, là, on a aussi un vrai sujet sur lequel, moi, ça fait 3 ans que je suis en poste, je n'ai cessé de travailler sur ce point-là. La difficulté bien connue qu'a le secteur à accéder à des financements privés, avec notamment des banques qui sont souvent extrêmement alertes à couper les financements sur le mode « Ah, mais vous êtes dans la défense, pourquoi vous ne me l'avez pas dit ?» Ça va être plus compliqué que prévu. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être a été un petit peu modifié avec, évidemment, le wake-up call de la guerre en Ukraine, mais c'est un sujet qui pose problème et on essaye de faire en sorte que, notamment
par exemple à travers la politique de la BUI, dont on sait qu'elle est très restrictive, qu'on puisse essayer de faire bouger les lignes. Une innovation, et j'en finis là, qu'on a fait par exemple au niveau du Fonds européen de défense, et ça c'était vraiment complètement innovant, c'est qu'on a réservé une petite portion de ce fonds pour faire du blending avec l'argent de You Invest, pour pouvoir faire de la prise de partie, via des fonds, hein, évidemment pas en direct, qu'on puisse financer des fonds qui feraient la prise de participation en capital dans des startups ou des PME très innovantes, pour éviter ce qui arrive quasiment inéluctablement, que ces startups, quand elles sont en croissance, traversent l'Atlantique pour pouvoir se financer aux États-Unis parce qu'elles ne trouvent simplement pas de financement en Europe. Donc là aussi, on essaie d'innover par l'exemple, mais cette question de l'accès au financement privé est très importante. Oui, juste pour mentionner un point sur l'accès au financement privé, qui figure d'ailleurs dans nos recommandations, c'est la question des Intellectual Property Rights, les IPR. Du fait de la transformation numérique, les barrières à l'entrée qui autrefois étaient beaucoup sur le matériel, ce n'était pas donné à tout le monde de savoir gérer des hyperfréquences sur un radar par exemple, maintenant ont tendance à s'affaiblir parce que dès que c'est numérisé, ça devient une donnée comme une autre. Et protéger sa propriété intellectuelle n'est pas géré et compris de la même manière suivant les cultures des différents États. Et que si on peut essayer de réfléchir à comment prendre en compte ce sujet-là, il me semble que les fonds privés s'investiront plus volontiers dans ces aspects coopératifs parce qu'on ne peut pas négliger le fait non plus qu'existe de la compétition en interne européen. Oui, peut-être deux mots. Bon, le premier, c'est qu'il y a toujours cette différence de culture entre l'intergouvernemental et le communautaire. On l'a vu quand même sur un certain nombre de programmes, qu'ils soient spatiaux et de défense. Et bon, moi, je note quand même qu'il y a eu de gros progrès de fait ces dernières années, mais quand même, on n'y est pas. Et notamment la prise en compte du fait que quand on finance des objets de défense, on ne peut pas les exporter librement, donc les business cases ne sont pas des business cases qui répondent à des logiques de marché, comme quand on développe de l'automobile ou du transport maritime, doit être pris en compte évidemment dans les procédures d'acquisition de la Commission. À l'inverse, il faut arriver effectivement à imposer que aussi l'argent européen servent aux Européens. Il y a eu une discussion très compliquée avec les industries de défense sur le sujet et que la propriété intellectuelle, tu l'as dit, mais aussi la liberté d'usage, la liberté d'exporter, soit respectée. Donc, de mon point de vue, il y a quand même encore un gros travail à faire pour arriver à réunir ces deux cultures. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a, je pense, un gros travail à faire côté des états-majors. Je rappelle sur le programme Horizon, quand il a été lancé, il n'y avait que 3 variantes nationales sur l'ensemble d'une frégate. Il y avait à l'époque, je crois, 65 variantes sur les hélicoptères. Et les directeurs d'armement m'avaient donné comme mission d'aller voir mes collègues des hélicoptères pour faire exactement le contraire. Et tant qu'on n'arrivera pas finalement à franchir un peu les barrières culturelles, moi mon besoin opérationnel c'est pas le même que celui du voisin, le tout parfois poussé par les industriels, quand je dis parfois c'est souvent, on aura quand même du mal. Bon, il y a quand même un facteur de nécessité. Alors moi je vais prendre surtout l'exemple du naval. Dans le naval, les Chinois sont devenus premiers mondiaux de très loin. Ils sont 5 fois plus gros que le plus gros européen. En 2016, les Russes sont devenus 2e mondiaux en 2018. Ils ont tous maintenant, évidemment, des appétits politiques pour exporter. Et donc, si on n'arrive pas à trouver en Europe les effets de volume et de synergie, on n'arrivera jamais finalement à tenir. Or, aucun de nos pays domestiques n'est capable de financer sa BITD avec son marché domestique. Aucun. Et même les plus gros. Et nous n'arriverons pas à tenir si nous ne gardons pas une part d'export qui est très significative, au moins de 50%. Le deuxième point, c'est l'accès au financement.
Bon, ça, moi, je fais partie des gens qui se battent depuis des années sur le sujet, en particulier avec le Conseil général de l'armement. Moi, je trouve totalement inadmissible qu'on n'ait toujours pas réussi, alors que c'est une simple décision du Conseil d'administration de la BEI, à changer une phrase du Conseil d'administration de la BEI qui exclut l'investissement de la BEI dans la défense. Alors évidemment, après, toutes les banques nationales ont bon dos de dire « Oh là là, mais vous comprenez, les règles ESG, ceci et cela, donc je ne peux pas y aller, mais si, je vous aime, les industries de défense, mais enfin quand même, vous êtes dans la catégorie nucléaire, prostitution, tabac, quoi. » Voilà. Et donc, évidemment, les plus vulnérables à ce discours, ce sont les petits. Les très grosses boîtes, elles arrivent encore à s'en sortir. Mais les petits, évidemment, sont sous un terrorisme intellectuel qui est absolu. Et maintenant, ne croyez pas que la guerre en Ukraine change les choses. La guerre en Ukraine a créé une sorte de pause catégorielle. Mais le fond du lobbying des ONG auprès de Bruxelles est resté très actif. Et on voit maintenant que cette question des banques est en train de migrer sur les assurances. Je ne citerai pas les grandes assurances européennes qui sont en train d'essayer d'exclure la défense de leur portefeuille, mais aussi maintenant, par exemple, les entreprises de transport qui, dans les notations ESG poussées par l'Europe ou par les nouvelles normes IFRS mondiales avec M. Faber, sont en train d'essayer de ne pas vouloir transporter de chars, de missiles ou de matériel inapproprié. Donc, on ne peut pas dire qu'on veut attirer de l'innovation du civil, qui par définition est autofinancée. On ne peut pas dire qu'on veut partager le financement avec le monde civil et pas faire l'effort politique nécessaire pour que les entreprises aient accès à des financements comme les autres en termes de politique industrielle. Parce que par définition, celles qui vont innover là-dedans sont des entreprises qui sont extrêmement duales. La sympathie universelle. Il y a une incohérence dans les États qu'Hervé Guilloux vient de signaler. Il faut que ceux qui siègent au nom des mêmes États qui demandent l'intervention de la BEI, c'est-à-dire les ministères des Finances, les Trésors, changent cette décision. Enfin, et ce n'est pas que la BEI ce serait des montants considérables, c'est le signal que ça donne. Moi, je voudrais aussi évoquer une autre source. Je ne sais pas combien il y a d'étudiants dans la salle, mais je crois qu'il n'y a pas bon, peut-être après c'est enregistré. Et bon, enfin, je pense que la clé d'innovation, et vous l'avez chacun montré dans certains domaines, elle vient aussi d'une part, elle vient de Désolée. Et là, ça marche ? Bon, donc cette innovation, elle vient de l'utilisateur et elle vient aussi des skills, les capacités que vous aurez qu'on aura dans la société pour faire naître l'innovation. Et donc là, quelle peut être l'incitation faite aux étudiants, aux jeunes? Alors, je fais rarement du gender, bon, mais aux étudiants, et je sais que c'est un sujet aux étudiantes, d'aller, parce que c'est quand même la moitié de la population étudiante, d'aller dans ces domaines où on a besoin des capacités des jeunes pour nourrir l'innovation de demain. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que j'entends des appels dans toutes les conférences de ce type, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer ces skills, enfin ces compétences dans le domaine de l'innovation de défense et spatiale? Ce n'était pas prévu comme question, mais c'est en passant aux étudiants qui sont là. Ah oui, alors c'est le moment. C'est bon. Bonjour madame, bonjour messieurs. Je vous remercie beaucoup pour ces interventions qui étaient très intéressantes. Et je suis Chloé Dufort, je suis étudiante au terminal doctorat en droit
sur l'encadrement juridique des opérations spatiales duales, donc qui mêlent le civil et le militaire, et je travaille dans la chaire défense aérospatiale du général Jean-Marc Laurent à Sciences Po Bordeaux. En vous écoutant, je me fais une réflexion finalement que je me fais assez souvent, c'est que je remarque que nous manquons tous de référentiels communs. Nous voulons tous le même objectif, c'est-à-dire sauvegarder notre souveraineté nationale, sauf que nous sommes aussi européens. Et en européens, nous voulons tous réussir à atteindre ce même objectif. Ce qui nous fait perdre un temps significatif par rapport à d'autres États qui n'ont pas besoin de se poser toutes ces questions ni de tergiverser sur les différents intérêts nationaux. Je pense aux États-Unis qui n'ont pas ce problème et qui sont de fait beaucoup plus compétents et qui innovent plus rapidement que nous. Mais je pense aussi à la Chine, à la Russie ou à d'autres qui, bien sûr, ne sont pas des démocraties, mais qui ont une ligne directrice et qui concentrent toutes leurs forces pour aller atteindre l'objectif au bout de cette ligne. Alors moi, je me pose une question. Cette question, c'est pourquoi est-ce que, en étant conscient de tout ça, nous faisons encore semblant, pour reprendre la métaphore de monsieur, d'être aveugles sans vouloir parler des couleurs, alors que nous sommes bien voyants. Et c'est triste parce que nous avons toutes les capacités d'innover, cela a été dit, nous avons aussi des capacités de financer ces innovations, puis parfois la supply chain suit, mais par contre, il y a une chose qui n'est pas assez souvent abordée, c'est que malgré le fait que cette opération puisse puisse aboutir, il faudra ensuite encadrer juridiquement toutes ces innovations. Et là encore, nous avons un problème, c'est que nous ne sommes pas tous tenus par les mêmes règles ni par les mêmes principes au niveau international, d'autant plus dans l'espace. Et le risque, c'est qu'à force de segmentation, nous soyons obligés de suivre perpétuellement les États-Unis qui, eux, vont nous imposer leurs standards. C'est pour ça que je me demande pourquoi est-ce que nous continuons à avoir ces œillères et pourquoi est-ce que nous ne travaillons pas tous ensemble, même si on fait partie de domaines bien spécifiques, on a quand même un même objectif. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mutualiser nos forces? C'est ma question. Un bon sujet sur lequel nous conclurons et merci beaucoup de la question. Donc, Général Mercier, Denis ? Juste la première chose, je crois que si on avait la réponse, on l'aurait déjà fait. Je vais faire juste un petit parallèle pour essayer d'être très rapide. Moi, quand j'étais dans l'OTAN, j'étais responsable du NATO Defense Planning Process. C'est le processus de planification de l'OTAN qui consiste à dire à l'époque, on était 29 pays, on est 29 pays ensemble. Comment on est capable ensemble de construire une force cohérente en se répartissant les efforts? Ce qui est en quelque sorte ce que vous venez de dire à l'échelle européenne. Comment ça a commencé? Ça a commencé par une directive politique adoptée par les 29 pays qui disait au niveau politique, avec assez de détails, tous les 4 ans, ils disent voilà ce qu'on doit être capable de faire au niveau militaire. Sur la base de cette directive, le commandement que j'avais, on allait faire le tour des 29 capitales pour regarder exactement quel était leur arsenal militaire complet. On descendait jusqu'au niveau d'entraînement, jusqu'au niveau des stocks, jusqu'au niveau de la qualification des gens, etc. On revenait avec 29 livres bleus et on faisait un état des lieux et les deux autorités militaires, le SACEUR et moi-même, nous, en parallèle de ça, on disait si c'est ça que vous voulez au niveau politique, eh bien nous, au niveau militaire, c'est ça dont on a besoin. Et ça, c'était sans filtre. Ce qui est rare dans nos pays individuels d'ailleurs. Et ensuite, on regardait ce qu'il y avait dans les 29 pays, l'état des lieux militaires, on avait une différence, on retournait voir les capitales, et là on avait une grande discussion en disant, vu vos contraintes industrielles, vos priorités, etc., est-ce que vous êtes capable plutôt de prendre cette capacité ou non? Et on leur demandait des engagements. Et au bout de 4 ans, on avait cet engagement. On essaie de faire la même chose dans l'Union européenne, et on n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que dans l'Union européenne, les États membres ne se sont jamais mis d'accord sur la directive de départ. Si vous n'avez pas l'accord sur la directive de départ, vous ne pouvez pas derrière faire ce que je viens de dire. Et ça, c'est la première clé. Il faut déterminer les bonnes questions, se mettre d'accord sur l'ambition de départ et la signer. Et moyennant ça, on peut mettre en place des cycles qui nous permettent de mieux coordonner, gérer les priorités et tout. Mais si on ne part pas par le haut comme ça, on n'y arrivera jamais et on va chacun aller vers ses propres priorités. Alors je propose de nous arrêter là, sachant qu'il y a une pause. Ça marche ?
qu'il y a une pause et que donc nous pouvons continuer des conversations bilatérales. Je voudrais, en votre nom, remercier les membres du panel qui ont eu une discussion entre eux-mêmes et puis de remercier pour cette question qui a ouvert la discussion. Merci.